Bienvenue dans Black Box. Chaque épisode, on décortique, on analyse et on ouvre des boîtes qui ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Prêt à plonger avec nous ? Elle observe les startups comme d'autres suivent la météo. Chaque tendance, chaque vague, chaque tempête. Charlie Perrault, chef du service Tech Média Startup chez Les Échos, couvre depuis plus de 10 ans les mutations de l'écosystème tech français. Journaliste de terrain et de conviction, elle raconte les trajectoires d'entrepreneurs, les grandes manœuvres du secteur et décrypte avec précision les liens parfois complexes entre innovation et information. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de ce que signifie couvrir la tech en 2025, de la réalité du journalisme dans un monde saturé de contenu, des liens ambigus entre les startups et les médias et la manière dont un bon papier peut bousculer l'écosystème entier. Nous, on te voit toujours, tu sais, dans des moments ou événements, en tout cas moi, en tant que CEO d'entreprise, tu vois, je te vois soit quand il y a un événement autour de 22 que tu couvres, un événement général autour de la tech où tu es, des grandes tables rondes où tu expliques un peu ton avis, etc. Donc du coup, tu vois, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir un peu d'où tu viens, qui tu es, quelle a été la genèse. Mais tu sais, un peu, pas comme dans un entretien d'embauche, mais pour vraiment savoir qui tu es, où est-ce que tu as grandi, les premiers journalistes que tu as regardés avec des grands yeux et que tu t'es dit, tiens, un jour, potentiellement, je voudrais faire ça, et comment tu t'es retrouvé là, et comment finalement, t'es devenu un peu la reine de la tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Les Échos est un média, on va dire master, et toi, tu gères toute la tech. Comment on fait pour en arriver là, personnellement ? Du travail. Ouais, j'imagine beaucoup. Ben là, il n'y a que du travail, pratiquement. Il n'y a pas de talent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de talent Dans le journalisme. dans mon métier. Ouais, alors, il y a peut-être des gens qui vont être un peu meilleurs, mais le travail, c'est d'aller voir des gens, de chercher de l'info. Donc, en fait, je trouve que voilà, c'est juste que moi, j'ai toujours un peu plus travaillé que les autres. Et non pas que mes collègues ne travaillaient pas, parce que quand t'es en journaliste, les places sont très chères. Ouais. Donc, je veux dire que t'es qu'avec des gens qui bossent. Ça, c'est quand même agréable. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu plus bossé que les autres, très tard le soir, le week-end, etc. Alors, beaucoup de collègues qui se moquaient un peu de moi parce que voilà, je n'avais pas trop de vie, quoi. Voilà, j'étais là, oui, mais bon, chacun fait ses choix. Il y en a qui se marient, qui ont des enfants, qui achètent un appart avant 30 ans. Bah, écoute, voilà. Je suis célibataire. Mais quand tu étais jeune, enfant, adolescente, t'y pensais déjà ? Non. Non, d'accord. Faut pas. Non, non, non. Bah, moi, j'ai pas grandi dans un milieu où, si tu veux, il y avait pas de journaux à la maison, il y avait pas, voilà, il y avait un peu de livres quand même, mais voilà, j'avais pas des parents qui étaient du tout littéraires, plutôt une mère matheuse et un père très sportif. Donc, autant te dire, fallait chercher loin, quoi, le lien. Alors, et puis je sais même pas vraiment un petit peu comment c'est venu tout seul. Ma mère me l'avait déjà dit quand j'avais, je sais plus, peut-être 17 ou 18 ans. Ah, tiens, tu serais bien journaliste. Et puis bon. Je vais pas trop écouter, je vais déjà faire des études pour avoir quelque chose, un petit diplôme quoi. Et finalement, j'ai découvert voilà une petite passion pour le journalisme, et plutôt écrit. Enfin, j'aimais beaucoup lire la presse et après j'ai quand même fait un peu de une école de journalisme, monsieur. C'est là où je me suis dit, bon, on verra si ça marche ou pas. Et j'ai fait un peu de 18 ans, tu fais une école de journalisme. Non, après, parce qu'au début, j'ai fait de l'économie, tu vois, une licence d'éco, comme je savais pas quoi faire. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, une option de revue de presse. Et ça m'avait vachement plu. Il fallait faire des crédits en plus à la fac. Et puis voilà, mon prof m'a dit, oh, bah, tu te débrouilles très bien. Il dit, je peux pas te mettre plus que 16/20 parce que c'est comme ça, je mets jamais plus. Bon, ouais. Et voilà, donc je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose, effectivement, à faire. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait une école de journalisme classique. Ok. Et voilà, je me suis plus mise sur l'écrit, même si j'aimais beaucoup la radio. J'adorais faire les cours de radio, mais j'ai détesté mon prof et il m'a dégoûtée de la radio. Donc tu marches à l'émotionnel. Ouais. Bon, je sais pas, mais en tout cas, lui, ça va, ouais. Ouais. C'est dommage. C'est pas grave. C'est bien la radio aussi, et même podcast, etc. T'en as fait, remarque. J'en ai un peu fait. Ouais. Mais oui, nous, on a un podcast d'ailleurs aux Échos, mais c'est quelqu'un vraiment qui le fait tous les jours. Et après, il interviewe d'ailleurs tout le temps un journaliste, tu vois, de la rédaction, en fonction de l'actualité. Et c'est vrai que c'est très sympa. Et t'as bossé en radio ? Non, pas du tout. Jamais ? Jamais. Ouais, j'ai été voir un petit peu comment ça se passait, mais non, mais je trouve que c'est un super média. Et ça a l'air.
on écoute. Et puis ce podcast est devenu vraiment mainstream aujourd'hui. Donc du coup, n'importe quand tu fais du sport ou quoi, t'écoutes. Bon, un peu en accéléré des fois, mais t'écoutes. Ouais, toi, tu... Ah ouais, moi je fais un 5 ou un 25. Non, pas toi? Ah, jamais. C'est vrai. Des fois, il y a des silences. Tu l'as entendu Macron interviewé justement par GDY, comment il s'appelle? Mathieu Mathieu, ouais. Stéphanie, ouais. Non, j'ai pas écouté. J'écoute plus Mathieu. Ah ouais? Ouais, ouais, il le sait, donc je peux le dire. Mince, Non, pourquoi? c'est trop long. Ouais, mais même en accéléré, l'épisode il dure 3 heures, donc tu gagnes pas non plus. Tu te le fais sur un ultra trail ou sinon sur plusieurs entraînements, ça. Ouais, je suis d'accord. Non, j'ai arrêté. Ouais, j'avoue que je fais plutôt les formats, tu vois, 30, 45 minutes. Je Ouais. trouve que c'est mieux. Ouais. Enfin, Bah, c'est pour ça qu'on va tenir en 45 aujourd'hui. Ça va être bien. Et pourquoi la tech alors? Pourquoi? Parce que journalisme, c'est immense. Tu as plein de choses hyper intéressantes. Tu viens de l'économie, enfin, tu as fait des études dans l'économie. Donc, bon, j'imagine les éco-économies, etc., ça parlait. Pourquoi la tech? Parce que c'est quelque chose de vraiment particulier sur lequel tu as ton image aujourd'hui et ton visage. ouais, la tech, par hasard, hein, on va pas se mentir. Voilà. Après, moi, j'ai jamais voulu être genre. T'as beaucoup de journalistes qui, nous, on le voit dans les écoles. Moi, je suis déjà intervenue dans des écoles. Ils veulent Ouais. tous faire du journalisme, tu vois, social ou journalisme. Ils veulent aller à l'international et tout. Et quand tu demandes qui veut faire de l'éco, il y a personne qui lève la main à chaque fois. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Alors tu te dis bon, quand même, ça régit un peu le monde, quoi. Bah oui, Ça c'est la base. prend, C'est la base de notre système. Bon, ouais, bref. Donc non, moi quand j'ai cherché juste du travail en alternance, à l'époque comme j'avais pas de réseau, je disais je viens pas du tout de ce milieu. Moi j'ai été sur Twitter, c'est comme ça que tu cherchais à l'époque, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, hein. On commence à être vieux maintenant. Et voilà, donc j'ai trouvé un nouveau magazine qui s'était créé sur la tech, la transfo digitale, et j'ai dit oh bah tiens ça peut être rigolo la tech. Et voilà, et je suis rentrée comme ça et j'ai développé toute la rubrique startup et tout. Donc ça m'a amusé, c'était un tout petit média, mais au moins j'ai pu faire tout, ça c'est l'avantage. Et voilà, puis après, je suis restée dedans, mine de rien. Après, j'ai juste changé de média et comme En postulant à chaque fois ou vous avez des opportunités pour bondir aux Échos? Comment t'es rentré aux Échos? oh bah, ils m'ont appelé. C'était Guillaume Brejras, voilà, qui était le chef du service startup à l'époque. Comment il t'a repéré? Il me suivait beaucoup sur les réseaux sociaux et puis il me lisait. Comme j'étais au Journal du Net, il lisait tous les jours. C'était quand même une bonne source aussi d'infos. Et voilà, j'étais assez active déjà plus sur Twitter que sur LinkedIn à l'époque, hein. Tous les jours, je postais des trucs sur les actus. Et bien, puis on s'était croisés, je sais plus, 1 ou 2 fois sur un plateau de BFM Business, l'émission Tech Co de Sébastien Coidon, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc on s'était un peu vus et c'est pour ça qu'une fois il m'appelle, il me dit bon bah Charlie, c'était mi-2021, donc c'était encore un peu confinement et Ok. tout. Et il dit bon bah là les startups explosent, je sais pas si tu te souviens, mais bon il y avait des licornes toutes les Oui. 2 semaines, les levées you. Ouais. Ils étaient que 2 à l'époque sur la rubrique, donc il a dit ça y est, on lance une newsletter quotidienne en plus, donc on a besoin de quelqu'un. Hmm. Tu vois, t'imagines création de poste, Zéco, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ouais, ça arrive. Euh, Ouais, mais du coup, ça s'envolait tellement, toute l'actualité autour des startups. Il y avait même, dans les Échos, c'est à partir de cette période-là qu'il y a eu une rubrique spéciale startup, Déjà une etc. rubrique Ouais. et je sais pas, juste Doctolib. Ouais, des gros trucs, quoi. Et Guillaume est pas resté après, du coup, tu y as, En fait, il t'as devait. cédé la place. Non, je suis restée quelques mois et au bout de 8 mois, Il te dit, précisément, il me dit je m'en vais. Non, mais il verrait. Enfin, il avait dit, il était un peu déçu parce qu'on s'est dit tiens, on va travailler ensemble, ça va être sympa. Puis au final, voilà, il est parti dans un fond. Voilà, ouais. personne n'est parfait, hein. Oh, t'es dur, c'est Je super. plaisante. Avec Marie Avec Eklund, Marie, donc ouais, ça voilà, va, c'est ça super. va. Au Ouais. début, voilà, j'ai du mal à parler à Marie. C'est vrai? Ok. Qui est reconnu comme quelqu'un dans la tech Et finance. qui est une star. super et puis Ouais. qui est une bonne personne. Je peux te dire que dans ce milieu du VC, tu connais un petit peu, il n'y a pas beaucoup de Ok. bonnes personnes. Ah, c'est bien. Quelle ça. T'introduis un autre chapitre. Et du coup, voilà, vu que tu es dans les coulisses de ce monde-là, j'imagine que tu as des avis sur les VC, on va en parler après, j'imagine que tu as des avis sur les startups, j'imagine que tu as des avis sur plein de choses. Avant de passer dans les avis, est-ce que tu te rappelles de ton premier papier tech que tu as fait? C'est quoi la première boîte que tu as mis en avance? Tu t'en rappelles pas de ça? Non. Et est-ce que tu te rappelles, c'est pas grave, et est-ce que tu te rappelles du papier qui t'a le plus marqué, celui où tu as annoncé les plus belles choses, celui que tu incarnes le plus, celui que tu respectes le plus, j'en sais rien, le plus. J'ai quand même cité un papier, mon premier papier quand je suis arrivée au Journal du Net, quand même, qui était après le début, vraiment, où je suis bien épanouie dans mon travail. C'était un papier sur Renaud Laplanche, qui est un entrepreneur français, mais qui est basé aux États-Unis. Ok.
et qui est plutôt dans le crédit et qui avait été viré de sa boîte et tout. Enfin, ça a été un petit scandale aux États-Unis. C'était Lending Club. Et OK. là, il remontait une boîte. Et c'était ce jour-là où je suis arrivée. On me dit, bah, fais un papier sur ce mec-là quand même, parce qu'en plus, il arrive, il avait réussi encore à lever, je sais plus de 100 millions. Et voilà, et donc c'était ce papier-là. Et puis comme je pouvais pas l'avoir au téléphone tout de suite, bah, j'avais appelé des gens. Et la première personne que j'avais appelée, ça avait marqué, c'était Olivier Goy, que tu devais peut-être tu bien connaître. Et voilà, c'est lui qui m'avait décrypté un peu, qui m'avait parlé de Renault, de son business, etc. Ah, Donc voilà, je peux me souvenir de ça, par contre. OK, et donc du coup, tu allais chercher des tips chez des autres pour pouvoir comprendre, Voilà, c'est intéressant. pourquoi il revenait, c'était quoi la différence, parce qu'il remontait quelque chose aussi dans le crédit, mais c'était quoi, le modèle était complètement différent, donc au moins il a pu m'en parler, Et c'est intéressant que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, je te bascule dans ma vision. C'est qu'aujourd'hui, pour décrypter la technologie, elle est souvent compliquée, tu vois, à comprendre. Et toi, tu as un vrai rôle, toi et les journalistes tech, mais bon, vu que tu représentes, tu as un vrai rôle finalement d'évangélisation, tu as un vrai rôle presque même d'analyse. On attend après toi un filtre de vérité. Et ce que tu dis, on le regarde et forcément quand on est concerné par le sujet, on regarde, justement, est-ce que tu dis les bonnes choses? Est-ce que tu et comment tu vis cette chose-là et quel, finalement, angle tu prends ou tu essayes de tenir pour essayer d'être le plus, universel et neutre possible peut-être? mmh, C'est quoi ton mantra là-dessus? mmh. Non, bah, après c'est le parler au plus de personnes possible, Ouais, parce que, pour équilibrer les ouais, pour informations? arriver à voir et puis justement à sortir ce côté analyse, parce que sinon c'est facile de juste dire: «Tiens, il se passe ça, ça, ça», Mmh, alors je comprends, il faut être très factuel, c'est important, mais nous, notre rôle aussi, c'est ce que tu dis, c'est d'apporter du décryptage, bah, oui. d'apporter un petit peu de critique aussi, hein, on va se mentir, sinon c'est un petit peu chiant quand même. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais, et ce qui est d'ailleurs un petit peu embêtant, non, dans la tech, c'est que tu as pratiquement pas d'analyste, tu vois? Comme dans d'autres C'est vrai? secteurs. Donc tu peux pas appeler des gens un peu extérieurs qui vont te dire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pour ça que nous on est obligés d'appeler, bah, à la fois souvent tu fais 2-3 entrepreneurs qui parlent de leur sujet, mais ils sont quand même très biaisés. Donc tu essaies d'appeler aussi, bah, un investisseur ou voilà quelqu'un un peu autour. Mais donc c'est pour ça que c'est important de voir toujours plein de monde Ouais. tout le temps, tout Et le de temps. connaître toutes les couches justement, Ouais. donc des investisseurs. Tu vas même jusqu'à des fois aller interviewer des salariés, pour, venir te confirmer ce que tu penses de la boîte et ce que tu dois dire ou non? C'est plus rare. Ouais, Franchement, c'est vraiment quand tu fais un gros papier ouais, long sur une boîte, ouais, quoi. ouais. Mais tu pas finalement dans l'investigation. Bah, Tu alors nous, le problème, enfin, le problème qu'on a, c'est qu'on a un quotidien, donc tous les jours, on doit sortir, tu vois, on a une page, par exemple, start-up, donc on est obligé d'en sortir 3 papiers. Donc en fait, tu es dans ce truc de, bah, il faut en produire et produire quand même quelque chose de correct, donc tu as pas le temps de faire de l'enquête. Alors on a tous les jours dans les Échos, il y a une page enquête, mais ça prend énormément de temps. Moi, tu vois, j'en ai fait que 3, moi, bah, tu vois, ça fait 4 ans aux Échos, j'en ai fait 3 parce que et tu passes combien de jours à faire une enquête? oh non, bah, tu Des peux fois une semaine ou 2? non, c'est Même plusieurs plus? semaines. Ah ouais, OK. Ah oui, oui, moi j'avais fait ma première enquête sur Miro, Oui. tu vois, une fois que tout était un peu passé, et là j'avais appelé plein d'anciens salariés et cetera, des actuels, mais ça m'avait pris, non, je pense qu'au moins 3 mois, ça le temps, parce que tu as autre chose à côté, tu fais Mmh. pas que ça pendant, Ouais, donc c'est un sujet où les gens te répondent 2 jours après, tu réinterviews après, OK, et d'accord. puis après, bah, moi j'ai mes papiers de tous les jours à faire, j'ai l'équipe à gérer, donc en fait ça te prend, beaucoup de temps, mais après c'est vrai que le résultat est très, très bien et ça te fait, pas mal d'audience et ça te fait de l'abonnement. Les gens achètent, quoi. C'est Ah ça oui, qui est fou. ouais, l'enquête permet d'aller un peu plus loin et donc du coup, on est friand de ça, un peu comme un podcast ou autre, on veut aller voir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que une des questions que j'avais pour toi, c'était, ce métier, en fait, c'est de la liberté ou c'est, de la résistance à un flux permanent d'informations et donc du coup, c'est difficile d'être libre sur l'angle que tu as à prendre ou les boîtes que tu vas voir versus, non, il faut qu'on fasse de la masse parce qu'il faut qu'on crache quand même, tu vois? Mmh. Non, nous, on n'a pas non plus on s'est terminé ce truc où faut produire, faut reprendre des news. Nous, on est revenu beaucoup de ça aux Échos, mais même la plupart des grands médias ont arrêté. Donc on est obligé, bah, je te dis parce qu'on a le print, hein, donc il faut le remplir. On peut pas dire aujourd'hui: «Non, bah, écoute, on va laisser page blanche», je sais pas, j'ai Ouais, pas c'est envie, possible ça. ou «Je suis sortie hier, j'ai pas envie», non, ça ne marche pas. Donc on est obligé, voilà, de toujours, trouver, alors c'est même pas une idée de trouver des sujets, parce que dans le monde des startups et de la tech, Mal, ouais. mais C'est de toi, trouver les tu as un bons. flux. Ouais, tu as un flux, mais infini, Mmh. tous les jours.
Et il faut arriver à démêler un petit peu ce qui est bien, ce qui est vraiment intéressant, ce qui apporte quelque chose en plus. À force, on a des petits, Ouais, des réflexes. voilà, des petits réflexes. Et ce qui fait qu'on maintenant on s'en sort bien, mais c'est vrai que tu as à la fois en plus, c'est de plus en plus de communicants, Oui. d'agences de presse qui viennent enfin, j'ai plus le chiffre, mais il y a beaucoup plus de communicants que de journalistes. Donc en fait, voilà, ça, plus les gens qui te contactent en direct, plus les mises en relation de tel à tel. Eh ouais. Enfin bon, ça, Par jour, il j'y t'arrive pas. combien de mises en relation ou combien de demandes d'interview ou de papier? Tu dois en avoir non-stop. Je m'en rends pas compte vraiment. Ah oui, bah, tu sais, rien que ta boîte mail, tu reçois, allez, au moins 300-400 mails par jour, hein, juste la boîte mail. Je dis pas les messages LinkedIn, les textos. Enfin, moi, je réponds plus au téléphone. De toute façon, je réponds plus aux mails, hein, que ce qui m'intéresse. Sinon, Ah oui, donc ça y est, t'es passé de l'autre côté, quoi. C'est que là, il y a trop d'entrants, donc il faut que tu traites. ouais. Et oui, mais du coup, alors, c'est intéressant parce que tu deviens un entonnoir, donc un bottleneck. Donc ça veut dire que tu as un flux d'informations qui arrive et toi, tu en digères que quelques-unes. Du coup, je reviens un peu sur une question que je t'ai posée, mais c'est quoi la mission que tu t'es donnée pour ces choses-là? C'est transparence et vérité. Je vais dire que enfin, parce que tu dois avoir aussi beaucoup d'entrées bullshit. Tu dois avoir aussi beaucoup de. Comment tu tries? Explique-nous un peu tes 3-4 catégories. Ouais. Bah, alors là, le bullshit, ça, c'est un truc qui est très compliqué dans ce secteur. Ouais. Ça nous fait perdre quand même beaucoup de temps. Quand on en parle à mes collègues, je sais pas, qui suivent la distribution, qui suivent la banque, ils sont effarés parce que eux, ils travaillent avec beaucoup de boîtes publiques. Ouais. Donc, bien, les mecs peuvent pas bullshiter. Et moi, nous, c'est. Et les gens se rendent pas compte parce que nous, des fois, on a des réflexions. Vous regardez pas, vous demandez pas le chiffre d'affaires. Je sais, ben, alors, des gens demandent le chiffre d'affaires, t'étais pas là en interview. De un, et je suis après, on vérifie toujours sur société.com ou Papers, mais il y a pratiquement, enfin, c'est très rare qu'il y ait des documents. Même quand les gens t'annoncent une levée de fonds, bah, souvent, sur le doc. Bien. Le doc peut en fait être publié, mais tu dois très bien le savoir, quelques mois après. Donc en fait, toi, tu as l'info avant. Donc voilà, tu peux les appeler. Moi, ça nous est déjà arrivé d'envoyer des messages. Au fait, tu avais un petit peu menti en fait. Hein C'est vrai. Des fois, des fois, ça me démange. J'ai envie de les afficher sur les Ouais. réseaux sociaux, mais Pourquoi tu le fais pas? je sais pas, je me dis que j'aimerais pas qu'on fasse quelque chose comme ça. Bah ouais, mais toi, tu fais pas de mensonges. Donc, du coup, peut-être que, aussi, non, mais vraiment, Charlie, peut-être que aussi, à un moment, pas un devoir, mais on va dire, une mission de remettre un peu les choses, l'église au centre du village, comme Ouais. on dit, tu vois? Non? Ouais, ouais, non, mais si, t'as raison, hein. Ça, c'est des trucs même tous les ans, je me dis, faudrait que je fasse, ouais, je sais pas, un post, où j'écrive quelque chose là-dessus, tu sais, un mode un peu édito de temps en temps. Je pourrais me permettre, parce que moi, je reste quand même sur les réseaux sociaux, Ouais. je reste très factuelle pour pas éviter que les gens vont Très dans me l'émotion. troller. Ben non, et que les jeunes te troller, parce que moi, je gère mes réseaux, donc j'ai pas, ça me prend déjà beaucoup de temps. Mais non, mais t'as raison, qu'à un moment, En tout faudrait que cas, quelqu'un le fasse. parce que cette dimension de rêve que tu transmets un petit peu, tu vois, par des grosses levées, des entrepreneurs avec des parcours pas possibles et de ça, on les regarde, on s'en inspire, mais à côté de ça, on n'est pas les seuls. Et nous, entrepreneurs, on est souvent jugés par des boards, des VC, etc. Et j'ai déjà entendu plusieurs fois, moi, colporter des informations de la presse dans des boards qui font finalement très scolaires. Oui, mais eux, regarde, ils ont levé 150 millions, ils arrivent à ça, ça et ça. Et c'était l'article des Échos juste avant, tu vois, ou de Madness ou autre. Donc, du coup, c'est là où on se dit des fois, nous, de temps en temps, en tant qu'entrepreneurs, pardon, dites les choses. Ah oui. Dites-les et limite créez une petite rubrique. On revient sur les erreurs du passé, les choses comme ça. Je sais pas si tu vois, là, en ce moment, ça parle vachement de Sorar. Oui, bah, on a fait une enquête là-dessus. Ouais, bah, je l'ai lu d'ailleurs. Et bien joué. Et oui, bah, tu vois, ça, je me suis dit, il y a quelques mois, je suis dit, on n'a plus de nouvelles d'eux. Je sais que ça commence à être. C'est toi qui tilte comme ça sur ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Nous, on en a beaucoup parlé. ouais, tout le monde. Ça allait. Et moi, je suis bon, bah, c'est le moment de dire quand ça va pas. Et du coup, moi, j'avais pas le temps, donc j'ai mis quelqu'un aux Échos qui adore ce sujet, Samir. Et voilà, de temps en temps, je lui donnais des petits tips sur des trucs. Et puis, on a fait l'interview avec Nicolas Julie à la fin, après toute l'enquête, etc. Et c'est vrai que ça a vachement plu. Mais tu vois, encore une fois, ça met tellement de temps. Il a mis plusieurs semaines aussi à l'écrire parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Bah, le temps aussi d'avoir plein de gens au téléphone, des gens aussi extérieurs qui t'expliquent. Mais le résultat est super bien. Mais c'est vrai que
Ouais, ça prend du temps. Puis comme il y a tellement de boîtes, en fait, ça C'est vrai qu'il y en a mais beaucoup quand même. prends juste déjà les licornes, déjà, ça t'en fait quand même pas mal. Ouais. Et plus, Le 120 derrière et même plus encore. exactement. Ouais, j'avoue, donc tu as facile 1 500 boîtes, facile, sur lesquelles tu pourrais parler, quoi. Voilà. Bon, t'en as 2-3 par jour facile sur une année, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de boulot. Et d'ailleurs, tiens, pour rentrer dans l'écosystème français, vu que tu as un regard assez général et que tu connais, on va dire justement tous les différents workers autour de cet écosystème, VC, CEO, etc. C'est quoi aujourd'hui, toi, ton regard sur la scène des startups françaises? Aujourd'hui, bah, ça a beaucoup changé déjà, tu vois, par Par rapport rapport à il y a 2-3 ans. à Il y a 10 ans peut-être? 10 ans, oui, moi, je suis arrivée à un peu moins de 10 ans. Mmh. Là, j'ai vu, avant, c'était un petit écosystème, tout le monde se connaissait, quoi. Tu vois, Back Market qui levait 500 000, c'était genre la fête, quoi. Ouais, Donc voilà, très peu, pas beaucoup de startups, pas beaucoup de gens qui voulaient être entrepreneurs, tu ouais. vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment Ouais, c'est très c'est une secteur. voie, un truc, ouais, ouais, carrément. Il y a beaucoup plus d'argent, tu vois, qu'il y a avant. Donc ça, c'est l'effet Macron, c'est l'effet French Tech, c'est l'effet tout ça ou? Et déjà, l'effet Hollande, il faut pas Ouais, ouais. l'oublier. Ah, c'est vrai, ouais, tu raison. Pareil. Et Fleur Pellerin qui avait créé la mission, et puis plein de gens, France Digital, c'est à ce moment-là que France Digital a été créée. Donc il y a eu, Ouais. voilà, quand même tout un mouvement. Et là, on est en quelle année, là, quand tout ça s'est créé? C'était, tu vois, 2013-2014, tout ça. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que ça fait même plus de 10 ans. Bah, ça fait longtemps, hein. Ouais, et voilà, donc c'était le mouvement des pigeons, quand c'était vraiment autre chose. Et puis les entrepreneurs à succès, c'était Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean et Xavier Niel, quoi. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup plus de figures qui Ouais. ont émergé. Et puis beaucoup plus d'argent étranger qui aussi est arrivé. Enfin, je veux dire, la France, elle est. Bon, c'est pas la Silicon Valley, hein, pas du tout. C'est ni Israël, mais Ça, c'est ouvert. on est, voilà. Ils nous mettent sur la carte. Les gens, enfin, tu vois, j'étais encore à un événement IA cette semaine pendant 2 jours. Il y avait voilà, 3 quarts d'étrangers. Ça c'est incroyable de voir. Et beaucoup d'Américains qui viennent rencontrer nos boîtes, qui viennent investir. Donc, c'est vrai que là, l'écosystème s'est complètement transformé. Et aussi, je trouve, d'un point de vue sectoriel, il y a 10 ans, bah, je faisais du back market, c'était de la marketplace, en gros, et du logiciel. Ok, on n'avait que ça. Ouais. Et là, bah, aujourd'hui, tu as de la deep tech, tu as de l'industrie, tu as de la green tech, il y a du new space, quantique, enfin, c'est beaucoup plus large qu'avant. Et je trouve bon, il y a toujours quand même du logiciel, hein, Ouais. parce qu'on ne se refait pas. Et oui. Voilà, donc c'est vrai que ça n'a complètement rien à voir avec il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a une belle évolution, je trouve même, tu vois, nos écoles forment des mathématiciens qui sont très bons, quelles qu'elles soient les écoles, qui sont allés dans les années 80 dans la Silicon Valley, qui ont commencé à développer le savoir-faire français, je trouve. Est-ce que tu le sens aujourd'hui, toi, de ton point de vue, que la France a une place dans l'écosystème technologique mondial de par sa créativité et ses talents? Tu sens qu'il y a quelque chose de différent ou non, on est tous dans le même game, faut avancer et on a un Bah, petit marché? j'en parle du coup à des étrangers à chaque fois. Bah, j'ai Ouais. rencontré pas mal d'étrangers cette semaine pour leur dire bon, parce Mmh. que nous on est très cocorico, donc Du point de vue extérieur, qu'est-ce que vous qu'est-ce que voyez? non, non, mais après tout le monde te dit, je vais te dire ce que tout le monde te dit, qu'il y a des talents effectivement, des mathématiciens, des ingénieurs, et qu'en plus ils sont pas très chers, donc c'est quand même un gros avantage. Après, on est quand même tout petit. Enfin, tu vois, moi ça fait longtemps que j'ai pas été dans la Silicon Valley, parce que nous on a une correspondante là-bas. Mmh. Je ne vais pas y aller, mais on est quand même à des années-lumière, voilà, de ce qui se passe là-bas. Mais voilà, on a quand même nos avantages parce que c'est très facile de créer une entreprise en France, donc c'est vrai que ça te crée quand même tout un écosystème. Trop, tu penses? Facile? Bah alors, oui, quand même. Enfin, Ça fait écho à ce que tu as dit juste avant là. C'est, maintenant, c'est devenu une voie quasi obligatoire de c'est faire ça. ça, bah, je veux dire, tu peux avoir je sais pas, je sais plus, c'est 2 ans ou 18 mois de chômage maintenant, et tu peux créer ta boîte. C'est super, hein, tu as les aides de BPI. Pour démarrer, c'est chouette. Après, faut pas non plus, comme on a eu pendant le Covid, où on a financé des boîtes qui devaient mourir, voilà, qui doivent. Moi, des fois, je reçois des mails de boîtes, je me dis, mais pourquoi tu sais, genre, bonjour, je viens de créer mon réseau social pour concurrencer, Facebook. tu m'as fait vu, je suis là. Et pour autant, tu vois, si on garde un peu de recul, ça se trouve, dans cette masse, tu as une personne qui a raison, qui va pas lâcher et qui va faire quelque chose Oui. de grand dans 3 ans. Donc en fait, il y a ce truc aussi de pas déconsidérer tout le monde parce que ça peut émerger quand même fort plus tard. Ah oui, oui, ça Une c'est part sûr. d'inconnu. Mais tu sais que moi, Sorare, je me souviens, parce que je connaissais Tu as très claqué bien la porte. le numéro 2 ou 3 en fait, quand il est arrivé. Avant, il était à la maison du Bitcoin. Mmh. Parti là-bas, il m'appelle, il fait: «Charlie, je viens de rejoindre une start-up là qui vient de créer».
c'est les cartes Panini, tu vas voir sur la blockchain. J'ai dit non mais là, Warning, warning, buzzword. non, j'ai dit Brian, je ne peux pas, enfin c'est pas possible, je ne comprends pas. Bon voilà, 2 ans après, le truc a été... Souvent, tu te le prouves ça d'ailleurs, des choses que tu n'as pas comprises à un moment. Ah oui, oui, oui. Bah après, en fait, on en voit tellement. Enfin, je veux dire, mais c'est comme n'importe quel VC. Il voit des trucs qu'il voit passer, des trucs qui se dit bah non. Bah d'ailleurs, la plupart des VC avaient dit non à Sora au tout début. Ouais. Après, je dis pas que c'est un succès ou quoi, mais en Ouais. tout cas, il y a eu un beau chemin parcouru. Mm. Donc non, ça peut arriver. Mais après, je le prends très. Ouais. Non, mais nous, ça nous fait marrer dans l'équipe. Quoi. Je dis, tu vois là, ça, pour moi, c'était nul. Et puis bon, bah ça marche. Ouais. Puis après, il y a des gens, tu le vois aussi. Et après, c'est beaucoup les gens. Moi, ça un peu recul à prâner. Oui, tu le vois où le mec a déjà, ou la fille a déjà créé quelque chose. Donc, normalement, elle devrait à peu près se débrouiller, tu vois, même si ça va peut-être pas donner le produit final. Il y a des trucs, quoi, que tu peux détecter. Ouais, t'arrives à voir. Et d'ailleurs, ils t'appellent les VC de temps en temps pour essayer de détecter. Non, C'est vrai, ils t'appellent pas? non. Parce que ça, c'est légion, toi, ils le font beaucoup. Dès qu'il y a une grosse levée en computer vision, moi, dans mon secteur en IA, je suis appelé par tous les VC pour savoir qu'est-ce que tu penses de cette Ah, techno, ok. comment, pourquoi, etc. On me demande des analyses, ça me prend du temps. À chaque levée en vision, j'ai été appelé avant. Donc, moi, si j'étais VC, je t'appellerais un petit peu. Non, après, on peut en discuter quand on se croise, tu vois, des Ouais. événements, des soirées, t'as Qu'est-ce que vu t'as pensé de la lui? ouais, C'est ça. voilà. Mais sinon, non. Après, moi, je suis pas spécialiste de quelque chose. Toi, c'est normal qu'ils t'appellent pour quand tu es expert sur un truc. Donc. Ouais, après, toi, t'es un LLM, moi, je suis du deep Euh, learning. C'est-à-dire, toi, t'es hyper généraliste, tu vois tout, et du coup, une bonne base équilibrée, tu vois. Alors que moi, je suis focus sur un truc. Je pense que tu pourrais créer la rubrique conseils aux investisseurs ou des trucs comme ça se trouve. Oui, oui, oui. Peut-être leur ego prendrait mal. Ouais, il y a peut-être un Ah, problème. mais ils ont quand même beaucoup de gens qui travaillent avec eux. Hein. Vici, ils ont des armées d'analystes. Ouais, mais tu vois, à la même, en fait, au même sujet qu'ils ont pris des operating partners ces derniers temps. Tu sais, parce que les VC, bon, ils étaient VC, ils investissaient, etc. Mais on reprochait souvent aux VC de pas mettre les mains dedans. Ils ont plein de sujets, on les comprend, c'est pas grave. Ils ont embauché des operating partners. Donc, ils viennent nous aider à mettre les mains dedans. Pourquoi on pourrait pas aussi avoir de la veille venant d'eux? Pourquoi on pourrait pas avoir des recommandations sur des partenariats, des trucs comme ça? Pour moi, ça, c'est leur métier de le faire, franchement. Et donc, du coup, on passe à la question d'après. Donc, non, je suis méchant, désolé. Mais en fait, je pense que, en tout cas, le savoir que tu as aujourd'hui dans ton workflow t'analyse beaucoup plus profondément autre chose que la finance, justement, comme tu dis, les entrepreneurs, la techno, le marché, etc. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a de plus en plus de valeur. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. C'est parce que je voulais savoir un peu, voilà, d'un point de vue généraliste, comment tu vois cet écosystème. Et mettons, c'est quoi, toi, tes 3 tops de ces 3 dernières années? Les 3 choses qui tu t'es dit: «Waouh, je suis fier pour eux, je suis content pour eux, je les ai vus dès le début, ils cartonnent aujourd'hui, c'est une équipe saine, c'est bien». C'est quoi ton top, dans ton cœur? Ou ton 3 pour pas bah ouais, mais à un moment, le généraliste, on demande: «Ouais, Non, mais c'est dur. Moi, je me souviens, allez, il y en a un que j'avais vu au tout début, 2020. Je me souviens, on était c'était sortie de confinement. On ouais, était sur la terrasse du Partech Shaker. J'avais rencontré Arthur Waller de Penny Lane. OK, Et c'était le tout début vraiment où il me dit bon, on va vendre un truc de compta directement dans l'entreprise. Et j'étais là, ouais, ça va jamais marcher ce truc. C'est bizarre, les mecs ont quand même revendu déjà une boîte. Puis moi, je lui avais dit, je connais un peu le milieu de la compta, ma mère est comptable et tout. J'avais dit, ah non, franchement, si tu passes pas par les experts comptables, ça n'ira pas et tout. Bon, et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Je pense pas qu'ils m'aient goûté et que en fait, ils avaient commencé pour tester aussi le ouais. produit. Et ouais, je me suis dit, ah, il y a vraiment quelque chose à faire parce que la compta, c'est un truc ultra chiant, mais tu es obligé d'en passer par là. Donc en fait, les trucs pas sexy, relous, en général, ça marche bien que tu t'y attaques et que tu es sérieux et que tu vas voir les gens, ils passent sa vie, tu sais, dans les congrès d'experts comptables, les trucs. Ouais, ils saisissent ça, ça va marcher. Et là, tu vois, aujourd'hui, ils font, je sais plus de 60 millions de chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est magique. On l'utilise d'ailleurs, c'est même l'outil est trop bien. Et là, ils sont en train d'aller grignoter un peu Conto. Je trouve ça assez rigolo, tu vois, de se dire, de toute façon, ils vont tous faire la même chose à la fin. Ouais, Et de mais partir comme il va ça, peut-être c'est... racheter les autres et donc du coup grossir. Mais alors qu'est-ce qu'il avait de différent cette personne-là quand tu l'as écouté, pourquoi c'est un top aujourd'hui dans ta tête? Ouais. Bah, je pense que c'est parce que pareil, il est allé voir beaucoup de gens avant de se lancer. Tu vois, il a consulté plein d'experts comptables, de Ouais. comptables. Il est allé vraiment dire, il a fait beaucoup d'interviews. Alors, je sais plus, c'était d'entrepreneurs pour dire qu'est-ce qui te fait chier dans ta compta. Là, là, là. Et c'est comme ça, en fait, en Il allant. était proche des clients, proche du terrain. Il avait quel âge? Je sais pas quel âge il a.
Genre à l'époque, quand tu as rencontré une trentaine d'années? Oui, oui, bah, tu sais, le mâle blanc, tu vois? Ouais. Hein, classique, hein. Pour le coup, il avait son équipe autour ou il était tout seul? Ah non, non, ils ont monté ça à 5 d'ailleurs, je crois. C'est à 5 ou 6 cofondateurs de Penny Lane, c'est assez marrant. Ouais, ouais, c'est une grosse équipe quand même. Et à l'inverse, tu l'as vu arriver, il ou elle, tu l'as vu monter et en fait, tu t'es dit: «Ouh là, je comprends plus». Pourquoi tu comprenais plus? C'était quoi les indicateurs qui te faisaient tilter? Ah ouais, très bonne question. Tu vois, ça, j'aurais dû réviser avant. Non, c'est pas Parce grave. que, il y en a quand même pas mal. Réfléchis à voix haute, hein. Oui, 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 il y en a. Mais après, je vais pas te donner non plus un nom d'une boîte qui s'est crachée parce que c'est un peu trop facile de dire, Ouais. ah, Ou sinon, balance pas, mais dis: «J'avais vu ça, il s'est passé ça», tu vois? Balance pas de nom si tu veux. ouais, non, moi, j'ai pas de problème à balancer. Euh, euh, non, mais après, en général, les exemples un peu B2C, tu te dis, c'est quand même pas évident. Tu vois, de te lancer, pareil, sur des petits réseaux sociaux, donc tu te dis ça va être très compliqué à revendre ou quoi. Tu vois, par exemple, du Biril, je m'étais dit: «Oh là là, comment ils vont faire?» Le truc est marrant, moi je l'ai utilisé un été, on Pareil. s'est marré avec nos amis et après je me suis dit: «Oh là là, comment ils vont faire? Il suffit qu'un autre réseau social s'y mette, ils sont Cette tous». fissure-là et c'est fini. Ouais. Vraiment, je me dis: «Bon, bah, après les mecs sont quand même malins et tout». Bon, ils ont fini par réussir à se revendre, tu vois? Mais d'ailleurs, je m'étais trompée, je m'étais dit: «Le truc Ouais, ça va va pas tenir. ouais, Ouais. et donc comme quoi». C'est comme, tu l'as vu, enfin, il y a Photoroom qui marche Ouais, vraiment bien en ce moment en B2C et d'ailleurs, je trouve hallucinant qu'une ouais. boîte française ait fait une app comme ça et cartonne internationalement. Heu, Par contre, c'est vrai que le B2C et le marché à atteindre, au final, est compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais t'en as un dans ta tête que tu trouves trop sous-coté encore, justement, qui mériterait sur ce marché-là en Ah B2C de oui, bah plus? oui. Qui a le sous-côté, bah après il est un peu connu, mais je trouve qu'on n'en parle jamais assez, c'est Paul Lé de La Belle Vie. Alors Hein. pourquoi? Bah alors, bon, alors moi je suis une cliente, j'adore, hein. Pareil. Je paye toutes mes courses, hein, évidemment. Mais je trouve que le service est génial, tu vois, c'est tout bête, t'as un problème, il y a quelqu'un qui te répond, c'est pas un LLM, un Bayer. Et le mec a quand même réussi. Enfin, il est sur un secteur où, tu vois, ils sont tous arrivés, là, les guettiers, les flics, machin. Et moi, je m'étais dit, putain, mais Paul, ça va être la fin. C'est la fin de la belle vie. Horrible, ils vont le bouffer. Il les a tous enterrés. Il n'y en a plus un qui est là. C'est vrai, c'est dingue, hein. Ils sont tous partis et lui, il est resté. Et pourquoi? C'est lui, tu penses? Ah oui, mais parce que il est resté, tu vois, il est pas parti justement à se dire, ah là, on va lever plein d'argent, puis on va aller à Lille, à Marseille, machin. Bah, tant pis, il est resté à Paris, région parisienne. Il a fait son truc. Et en fait, il s'est dit, ouais, bah, je suis bon. La logistique, c'est pas un métier facile. Et en fait, il a été très bon là-dedans. Il est resté là-dessus. Et voilà, et j'ai trouvé super fort ce qu'il a fait après à racheter Frischti. Enfin, quand même, Ouais, Frischti, c'était une marque un peu Pat. Ouais. iconique à Paris, tu vois. Et il te rachète le truc. Et puis là, tout a l'air de plutôt bien se passer. Il fait plus de 100 millions enfin, je sais pas où il en est, mais Ouais, enfin, ouais, c'est il en énorme. rien. Et puis c'est un mec bien. Et c'est une très bonne personne, exactement, et qui vient pas en plus, c'est pas bah voilà, le mâle blanc d'HEC, tu vois. Il véhicule en plus une image, je trouve, bien. Puis je veux dire, il emploie des gens, tu vois, qui viennent de partout. Et c'est pas des petits cols blancs qui travaillent. Voilà. Non, c'est super. Je Donc trouve lui, tu qu'on n'en penses parle que pas ouais, assez. il faut plus en parler, la Belgique. Ah oui. Ouais. Ouais, et puis il fait plein de choses à côté. Tu vois, le truc de la lucarne, je sais pas si tu vois. Non, ça j'ai pas vu. Bah, tu sais, c'est les mecs qui étaient. Alors, je sais plus si c'était à. Ouais, il habite où à Évry. C'est à Évry, je crois. Tu sais, les mecs, ils avaient une lucarne et puis ils tiraient avec leur ballon de foot là. Dans la fenêtre, Oui, la petite c'est fenêtre la là. lucarne. Et en fait, OK. il a aidé les mecs. Maintenant, ils ont créé un espèce de faux mur Ouais. et ils vont dans des endroits. Et ils le Tu font. vois, nous, ils sont venus dans nos bureaux et ils font des petits tournois pour les entreprises. Il a aidé, tu vois, les gars, parce qu'évidemment, ils savaient pas faire un business plan, un modèle économique, ils savaient pas, il les aide. Enfin, je trouve qu'il fait plein. Ouais, il met les mains dans l'écosystème, il est Ouais. bien. Même, il répond vite et tout ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et tiens, à contrat, donc ça, quelqu'un de bien, t'as déjà assisté à un énorme clash dans la tech? Ça peut être au moment où tu fais ton papier ou au moment où tu es en live ou un truc où wouah, ça part en cacahuète devant toi et tu fais: «Ah ouais, chaud». Ah, ensemble, non, tu vois pas trop les gens Tu vois pas trop? non, non, non. Après, voilà, interposé, tu Ouais. vois. Ou tu fais un papier derrière, on te dit: «Putain, il y a des Oui, problèmes», ouais. bah non, t'as eu c'était l'année dernière, oui, l'année dernière, quand j'avais sorti l'info que, tu sais, Jean de la Roche-Brochard avait été révoqué du fonds New Wave. Donc voilà, donc là, j'étais le voir, gna gna gna, c'est ça. Hop,
qui avait été révoquée par Pia, donc son associé. Donc, elles avaient plein d'histoires. Il y en a un, lui, il te disait ça, elle te disait ça, gna gna gna. Bon, c'était un Ah peu oui, là. donc t'avais fait au milieu les bibles. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, bon, maintenant, Les arguments étaient bons des deux côtés. et puis c'est compliqué ces histoires que tu sais pas ce qui se passe, donc tu restes dans le très factuel. Mais c'est vrai que après tu avais les gens qui étaient, ça s'est parti un peu en live sur les réseaux sociaux parce que tout le monde était, il y avait des gens pro Jean et Ouais, puis bah des oui. personnes qui étaient pro Pia, donc tu avais des gens qui s'énervaient pour pas grand chose. T'es là: «Calmez-vous, c'est que de la tech, hein, ça Ouais, va». ouais, ouais, c'est clair. Et puis en plus de ça, là, au niveau VC, donc du coup, c'est ce qui finance la tech, ça le fait pas forcément. Et donc, t'as jamais eu genre un board qui t'a appelé en te disant, mais pourquoi faut pas dire ça sur cette boîte ou y a jamais personne qui, après un papier, Oh bah si, bien ah sûr, ouais, tu des petits c'est légion textos, ça? plutôt des petits textos qui te disent: Genre, «Ouais, ils sont pas contents d'un truc, oh non, mais t'exagères, tu vois? C'est pas sympa de dire ça, la boîte est bien quand même». Bah oui, mais bon, enfin, tu vois? C'est ouais, désolé, je l'ai dit, mais basta quoi. pas grave. Bah, après ils oublient et puis, voilà, ils te font la tronche, 2-3 semaines et puis c'est reparti, quoi, mais Et oui, oui, et j'ai il y en a qui essayent de t'influencer aussi un peu avant. ah bah oui, Ça c'est serait vrai que bien. C'est le, ah ouais. c'est le job aussi, hein. Enfin, comme il y a des gens qui vont t'utiliser pour des choses, moi je vais les utiliser pour autre chose, c'est le jeu, hein. Et est-ce que des fois, tu vois qu'il y a des start-upers ou autres qui arrivent mal à exprimer, qui sont pas à l'aise, qui sont pas bien, et toi, tu galères un peu à extraire le bon truc. Voilà. Est-ce que tu te retrouves dans des moments où les gens savent pas communiquer, il faut quand même faire quelque chose de bien? Ah bah oui, bah attends, t'es dans un univers où déjà t'as plein d'ingénieurs. Ben ouais, c'est ça. Quand t'es entendu avec des ingénieurs, que des fois ils te parlent en langage, tu ne comprends rien, tu dis ça va être très compliqué, il va falloir faire plus simple. Ouais. Quand même, très technique. Je fais moi je leur dis, je vais pas pouvoir dire ça dans les échos. Tu vois, Michel qui habite dans l'Isère, il ne va pas comprendre, par exemple, parce qu'on n'est pas lu que par le microcosme parisien quand même, hein. Donc oui, à force, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Mais moi, je leur dis: «Il va falloir expliquer autrement, et cetera. C'est pas possible». Vulgarise plus. Voilà, et en général, on finit par y arriver. Et tu vois, la première fois que j'ai eu Arthur Mensch de Mistral, au tout début, la boîte venait d'être créée une semaine avant. Ah ouais, une semaine. Oui, ouais, ouais, Ouais. c'était, de toute façon, je sais, en mai. Et voilà, et puis il y a des trucs, tu voyais que Tu l'as reçu, il était pas à l'aise. c'était, ah bah oui, il était pas à l'aise. Mais comme beaucoup de gens, ils te regardent pas et comme ça, mais ça, Tu sens que ça processe. Qu'est-ce que je vais répondre? Comment? Pourquoi? et Ouais. encore ça va, il s'était, je trouvais, plutôt bien débrouillé, mis à part qu'il regardait comme ça la table. Mais Ah, ça t'a choqué. voilà. Non, moi, j'en ai quelques-uns quand même qui sont comme ça. Tu te dis quoi dans ce moment-là? Tu dis, bon, allez, on fait avec, c'est pas grave, on Bah, avance, on c'est va pas essayer. grave, c'est pas grave. Puis il s'est bien amélioré depuis. Lui, c'est un LLM, je pense aussi. Il apprend. C'est vrai qu'il a été très fort, écouté par le enfin, entendu par le Sénat. Je sais pas si tu te rappelles de cette interview et de ça du Sénat. Et petit à petit, il se développe, mais vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de son écosystème, nous, les startups, etc., ça reste encore très, très, très cloisonné et on a peu d'informations. Ouais, ouais, ça a été très rapidement. Ouais. Ouais, ils l'ont bien, bien encadré. Il est le seul un peu à prendre la parole, qu'un peu dommage, je trouve. Mériterait de connaître d'autres gens qui puissent parler, en fait, cette boîte. Ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que par toi, on arrive à voir les stratégies des autres, à voir comment nous se positionner dans l'écosystème, et on arrive à, finalement, tu deviens un vrai filtre pour nous. Mais pour nous tous, parce que ta capacité d'analyse, on l'a pas. Tu vois, on doit bosser sur nos affaires quand même, tu vois, et nos technologies et tout ça. Ouais. Donc, souvent, on lit, et aujourd'hui, euh, tu vois, toi, tu deviens un vrai catalyseur de l'information pour nous, en tout cas, toi et ton service et ton média. Et donc, du coup, c'est utile. Et de temps en temps, on se dit aussi, moi j'en ai entendu parler dans l'écosystème, que refuser des interviews, c'est aussi le meilleur moyen de pas risquer de se mettre dans la lumière. Et la lumière peut être parfois dangereuse. Donc, c'est pas trop une question, c'est plutôt une réflexion entre l'utilité et la dangerosité. Comment tu rassures ou comment tu essayes de... Hein. Je joue, enfin, il y en a plein, moi, ce qui s'est arrivé, où ils ont profité, ils étaient vachement dans la com. Moi, je pense, par exemple, il le sait, hein, Luco, tu vois, donc l'assurance habitation, Raphaël, Oui. qui était à fond, qui faisait de la com, et puis alors, ça bourrinait, quoi. Et puis, bah, le jour où, bah, tout s'est cassé la tronche, parce que pour rappel, c'est parti en redressement judiciaire, ça a été repris au tribunal pour pas grand-chose et tout. J'ai vu, ouais, Et là, Raphaël se dit: «Ah oui, mais t'as vu, les journalistes, là, c'est horrible, ils sont pas gentils». Je fais: «Bah oui, mais t'as joué, donc à un moment, c'est comme ça. Quand ça va, bah, que tout le monde dit que ça va, c'est cool, mais là, ça va pas, bah, les gens le disent, donc
Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Sinon, fallait pas être aussi vocal à l'époque. Ouais. Puis, Donc des fois, vaut mieux être un peu plus sous-marin, pas trop dire. Et c'est un peu paradoxal parce que tu vois, quand même nous, on est interviewés, alors c'est quoi ton chiffre de l'année dernière? C'est quoi ton chiffre de là? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Et c'est vrai que la presse a un rythme, en tout cas pour nourrir le monde, qui est plus intense que celui de la start-up où de temps en temps, tu tasses 3 ans dans la vallée de la mort à développer tes clients, tu vois ce que je veux dire? oui. Et donc, c'est vrai que cette espèce d'activité qu'on doit exposer, nous, on nous demande aujourd'hui de temps en temps de pas trop parler à la presse, de pas trop dire de choses, de dis pas ça, dis pas ces chiffres, etc. Tu vois. Mais bon, c'est pas très très grave. Petit à petit, on trouve le moyen de communiquer. Quand tu es une toute jeune boîte, je comprends, tu n'as pas grand-chose, beaucoup de chiffres. Mais tu vois, quand tu as une boîte qui commence à avoir 10 ans et qu'elle te donne toujours pas ses chiffres, moi, je trouve que c'est quand même pas terrible. Surtout que la plupart, les 3 quarts ont eu de l'argent public. Il y a un moment... Oui, tu te dis, ouais, là, s'il te plaît, il faut sortir du chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Après, tu as des sujets de technologie aussi. Tu as des technologies qui émergent plus vite que d'autres. Tu as des accès au marché, tu vois. Et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait peut-être entendre de la presse que, voilà, il y a des moments où les marchés sont pas ouverts et la France est un peu petite. Il y a tout un tas de technos comme ça où, tu vois, les boîtes en France ont galéré pendant 5-7 ans et après elles sont parties aux US et poum, elles ont explosé d'un coup, tu vois. Donc, peut-être aussi, tu vois, avoir un regard, voilà, le marché français est compliqué. Et je suis d'accord avec toi sur les aides, faut pas trop y aller, ou en tout cas, faut vite le rendre à la France. Mais le marché français est compliqué et c'est vrai que de plus en plus, on aimerait avoir du feedback de toi, des Échos et d'autres, on va dire, journaux et médias français sur qu'est-ce qui se passe vraiment aux US. Plutôt que, bon, il y a lui qui a cartonné aux US, c'est quoi l'écosystème là-bas? Il y a combien de boîtes par rapport à la France? Combien marchent les B2C, les B2B, toi? Bon, bref. Ouais, bah nous là, j'ai ma correspondante qui revient là parce qu'elle a fait 4 ans là-bas, donc on envoie quelqu'un là à San Francisco. Donc j'espère qu'on va pouvoir sortir plus d'infos, de trouver. Surtout qu'en plus il y a beaucoup de Français aussi, donc ça peut être bien d'avoir aussi leur avis. Donc j'espère qu'on va faire plein de choses. Et à l'image de notre ami commun qui est Guillaume Rageras, justement, que j'aime beaucoup, lui, je me rappelle à l'époque, je l'appelais le syndrome du banquier. C'est-à-dire, quand tu es banquier, tu écoutes les entrepreneurs, tu les finances, tu vois leur succès, et du coup, tu as envie d'y goûter. Et il a eu, je pense, de plus en plus envie de goûter à ce monde de la tech, et il en est sorti par la voie VC, qui le passionne aujourd'hui parce qu'il regarde toutes les boîtes, il s'éclate, etc. C'est quoi, toi, ton après journaliste? Parce que tu es attiré par intégrer une start-up? Est-ce que tu es attiré par... C'est vrai? Zéro. Tu te dis pas des fois quand tu vois des boîtes, wow, trop bien celle-là, je m'y verrais bien à l'intérieur. Ouais, pourquoi? Bah parce qu'il faut que tu sois obsédé par un sujet. Et toi, ce qui t'obsède, c'est tous les sujets? C'est plein de sujets. Ok. C'est changer. Alors même si des fois à la fin de la journée, t'en as un peu marre parce que le matin, t'as parlé de, je sais pas, de cyber, l'après-midi de food tech, t'es là. Oh là là. Mais vraiment me dire, tu vois, parler que de ça, que d'un mini secteur. Tu vois, par exemple, je voyais Loïc Soubéran, là, je sais plus, la semaine dernière, je l'ai croisé. Et tu vois, il est dans les avantages salariés et tickets resto. Le mec, il parle de ça toute la journée. Et je me dis, Ah, je suis d'accord. j'arriverai pas. Mais que non. C'est pour ça, je pense qu'il y a quelques journalistes qui sont partis en VC ou quoi, parce que c'est pareil, t'as une palette un peu plus large. Ben, parce qu'après, c'est vrai que quand je parle à des potes entrepreneurs, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a les ultra focus comme ça, qui mangent, qui dorment avec ça, de leur sujet. Et si c'est le ticket resto, c'est ce ticket resto. Et il y en a d'autres qui ont une vision, une ambition, avec une technologie très ouverte, qui va sur tout un tas de choses, qui peut faire encore un potentiel infini, tu vois. Et ça te passionne pas, ce genre d'aventure? L'espace, l'IA, tu vois le champ des possibles est énorme. Ouais. Non, à la limite, peut-être quelque chose dans la santé. Mais voilà, je vois beaucoup de choses. Moi, j'aime bien tous les sujets un peu longevity et tout. Ça y est, je commence à être un peu absorbée par ça. Mais de là à faire ça toute la journée, je pense que ça me plairait pas. Ok, donc l'après Charlie, c'est tu continues, tu développes de manière internationale, Ouais, on verra. Il y a peut-être des choses qui vont se passer, on verra. Non, mais après c'est difficile. Après les échos, c'est tellement large. Est-ce que tu changes? En fait, en général, les échos, tu changes après des fois de secteur. Donc ça se trouve, sauf dans 2 ans, je vais parler à la distribution, tu vois. Tu sais pas. Ouais, non, ça m'étonnerait. À mon avis, t'es bien picouze et tech et tu resteras. Et puis, tu connais tout le monde aussi maintenant.
Oui, oui, mais après, plus tu restes, c'est peut-être pas forcément bien, tu vois, parce qu'il faut après, quand tu commences à être vraiment dans un sujet, dans l'écosystème, t'as plus ce regard nouveau, c'est pas forcément une bonne chose. Pour ça que tu as des médias, tu vois, par exemple, à l'AFP, alors je sais plus si c'est tous les 4 Ça ans, change. tu dois changer parce Ouais, que sinon, sinon ouais. tu te rouilles un petit peu. Et du coup, euh, je vais te demander juste après ma phrase de donner un conseil aux entrepreneurs de manière assez généraliste aussi, celui que tu penses, si tu étais toi toute seule dans ton canapé, tu prends le plus de recul possible. Qu'est-ce qu'il faut que je dise à ces gens-là? Et moi, j'ai un petit conseil, sans ego ou quoi que ce soit, hein, à donner au journalisme, c'est de manière générale, on dit en France que le droit à l'erreur est critiqué. Que souvent, aux États-Unis, la différence, c'est que là-bas, on encense quelqu'un qui a des échecs parce que moi, j'aimerais bien le voir de plus en plus dans le journalisme, ça. Tu vois, c'est que les erreurs soient pas forcément je te mets le nez dedans ou quoi que ce soit et que de temps en temps, on félicite l'explication de l'erreur et je décortique l'erreur et en mettant un peu en avant ça et en disant à la fin, non mais c'est bien, il faut tenter et il va retenter d'autres choses et il faut continuer. Parce que c'est vrai que en France, les commissaires aux comptes, le tribunal du commerce, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire, c'est des voies finalement qui sont comme le parquet ou la prison ou la garde à vue. Tu vois, tu rentres dans des choses qui sont assez dures à vivre. Donc déjà, en termes de communication, commencer à maturer le sujet de non, non, mais c'est pas si grave de se planter et on repart, tu vois. Ouais, bah, tu sais, par exemple, je sais pas, demain, si Raphaël, quand je parlais de Luco, il remonte une boîte, bah, on en reparlera. C'est pas parce que l'autre, c'est mal fini que moi, nous, on n'a pas trop de sujets. Après, ce qui est embêtant, c'est que les entrepreneurs parlent très rarement de leurs échecs. Oui. Et donc, je peux pas l'expliquer. Donc c'est une Moi, je culture, toi monte tu dis même dans l'entrepreneuriat. vas-y, ouais, vas-y, on revient sur cette histoire. Bah non, ils en Ah non, parlent je pas. veux pas. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Euh, Les seuls, moi, qui m'ont parlé de leurs échecs, ce sont des femmes. ah ouais. Oui. Donc plus de transparence, tu dirais, ou moins d'ego dans le... Peut-être. Bon, j'espère pas inaugurer le truc, mais j'essaierai de... Si on foire, je viendrai te voir. Bon, et toi alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, nous, entrepreneurs, de ton point de vue, journaliste? Non, moi le conseil que je donne toujours et alors, d'ailleurs en particulier aussi aux femmes, c'est de sortir en fait, de sortir de votre bulle, d'aller voir des gens, parce que c'est vrai que bon, vous bossez, vous êtes dans votre machin, mais c'est bien d'aller s'ouvrir, de rencontrer d'autres personnes, de réseauter, de faire des événements. On serait peut-être pas aller intégrer des clubs d'affaires peut-être, mais qui vont pas forcément être que dans la tech, voilà. Aller voir, Voir ouais, l'écosystème. aller voir d'autres gens, parce que c'est quand même un écosystème très fermé de l'entre-soi. Ils s'appellent tous Paul, Pierre, François et Thomas. Ouais, Donc voilà, c'est le seul conseil que je donne à chaque fois. ok. Ben, merci 1 milliard de fois d'être venu en vélo jusqu'ici, à la Défense. Et ben, merci pour ton honnêteté, ta clarté et toutes ces informations. Merci beaucoup, Charlie, d'être venu.